Eh ben, écoutez, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci de l'invitation de l'ANIPA à intervenir sur ce sujet, sur les troubles anxieux généralisés, le trouble anxieux généralisé de la personne âgée. Donc, je me représente pour ceux qui n'étaient pas là en tout début d'intervention. Je suis Alexis Le Petit, je suis praticien hospitalier à l'hôpital d'Écharpennes, dans une équipe mobile de gériatrie, comme je le disais, donc dédiée à la prise en charge des symptômes psychocomportementaux des maladies neuroévolutives, donc globalement pas du tout de ce dont on va parler. Mais j'ai aussi un grand intérêt, parce que j'y ai travaillé sur ce sujet pendant un certain nombre d'années, sur les troubles anxieux de la personne âgée. Alors on n'en parle pas souvent, ce que je trouve toujours un peu dommageable, parce que l'anxiété chez le sujet âgé, c'est quand même une symptomatologie qui est extrêmement fréquente et extrêmement intéressante aussi, aussi bien dans sa présentation, dans sa clinique, que dans sa prise en charge psychothérapeutique, médicamenteuse. Donc, on a beaucoup de troubles anxieux dans les différentes classifications psychiatriques. On va parler sans doute d'un des plus fréquents, le trouble anxieux généralisé. Et sans plus tarder, donc, je vous présente mes liens et conflits d'intérêts. J'en ai aucun avec ce sujet en particulier, j'en ai d'autres avec des sujets connexes que vous voyez ici listés. Alors, on va juste repositionner en quelques slides la problématique, surtout épidémiologique, des troubles anxieux chez la personne âgée, avant d'aborder, pour vraiment l'essentiel de cette présentation, le TAG, donc trouble anxieux généralisé ou anxiété généralisée, je vais souvent dire TAG, du sujet âgé, et puis après quelques points à retenir. Alors, les troubles anxieux du sujet âgé, je ne vais pas vous assommer de slides, de chiffres, même si la slide d'après sera un peu plus fournie, mais j'aime bien présenter ces données assez récentes espagnoles, parce qu'elles sont assez proches des données françaises, même si elles ne sont pas aussi complètes que peuvent l'être les données espagnoles, pour vous dire que vous le saviez déjà, mais que l'anxiété, les troubles anxieux, c'est une problématique fréquente, très prévalente chez le sujet âgé, pas autant que la dépression, même si on a beaucoup, beaucoup moins d'études que dans la dépression de la personne âgée, avec une prévalence ponctuelle, donc à un moment dit 12%. Si on suit une cohorte de patients âgés pendant 12 mois, on a une prévalence un an donc qui est de l'ordre de 6%, ce qui n'est pas négligeable. Une prévalence vie entière, alors j'aime toujours ce terme de prévalence vie entière chez les patients âgés, de 19%, donc vraiment quelque chose d'assez fréquent, tout trouble confondu. Après, les troubles anxieux, surtout au sens du DSM-4, donc la précédente version du DSM, était un champ de pathologie très large, qui recoupait des pathologies qui sont maintenant sorties du champ des troubles anxieux dans le DSM-5 depuis 2013. Et dans cette méta-analyse, donc l'équipe de Grenier, c'est une équipe québécoise qui étudie aussi beaucoup les troubles anxieux. On va le voir après, c'est un auteur qui était une équipe pardon, qui était assez prolifique sur le sujet. Donc, je vous présenterai plusieurs de leurs publications. Pour vous dire que les troubles anxieux dans ce grand paquet de maladies, quels sont les plus fréquents chez le sujet âgé. On a un top 3 qui est un top 3, en tout cas assez clair dans ce qui est vraiment les troubles anxieux maintenant au sens DSM-5, le trouble anxieux généralisé, le trouble panique et la phobie spécifique, avec de loin la phobie spécifique qui reste le trouble anxieux le plus fréquent chez le sujet âgé, je dis qui reste parce que c'est aussi celui le plus fréquent chez l'adulte jeune et tout âge confondu en fait. Donc en numéro 1, la phobie spécifique, il faut une prévalence sur 12 mois 4,24%, et en numéro 2, le trouble anxieux généralisé, on retrouve notre tag 1,27%. Avec une nette défaveur en sexe féminin en termes de sexe ratio. On est là sur cette méta-analyse sur la prévalence 12 mois à 6 femmes pour un homme. Donc en fait, pardon, pas 6 femmes pour un homme, on a un autre ratio 6,1. Le trouble panique, vraiment au deuxième plan parmi les deux premiers par rapport aux deux premiers que je viens de citer. Et puis, si on s'écarte clairement maintenant des troubles anxieux, au sens du DSM-5, on retrouve quand même une nette prévalence de l'état de stress post-traumatique, avec une prévalence 12 mois, c'est tout en bas à droite de la slide, à 1,56%. Et là aussi, sans surprise, on retrouve un sexe ratio en défaveur du sexe féminin.
Juste pour vous mettre ces quelques chiffres en tête et la situation, donc bien vous dire, c'est le TAG, c'est le deuxième trouble anxieux le plus fréquent, mais comme la phobie spécifique est rarement gênante, souvent avec pas mal de conduites d'évitement, le trouble anxieux le plus gênant et donc le plus fréquent en clinique, nous, face aux patients, ça reste le TAG. La prévalence, elle évolue en fait en fonction du troisième, enfin au sein du troisième âge. Hein, on considère toujours à tort le troisième âge comme quelque chose de fixé, alors que non, entre 65 et 90 ans, il se passe vraiment une trentaine d'années. Donc clairement, les choses peuvent évoluer. Si on s'intéresse à l'épidémie des troubles anxieux au sein de ce troisième âge, globalement, on reste sur une certaine stabilité, sauf pour ce que vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais en tout cas, la ligne en pointillé du haut, sauf pour la phobie spécifique où on a clairement une décroissance entre 65 et 85 ans pour une réaugmentation après pour atteindre, de la prévalence des phobies spécifiques chez les Old as Old. Tous les autres, il n'y a pas de différence significative, que ce soit entre les 65, 74, 75, 84 et 85 et plus. Maintenant, on attaque le vif du sujet, le TAG. Là, c'est des données, c'est une autre étude de Grenier collaborateur de 2018 et puis que j'ai mixé avec celle d'une revue de littérature qu'on avait fait pour GPNV avec un de mes collègues généralistes, le docteur Pruneau. Donc il y a ces deux publications qui sont un peu mêlées sur cette slide. La prévalence 6 mois que vous voyez, ça c'est la prévalence de la dernière étude de Grenier collaborateur de 2018 sur une grosse cohorte québécoise de 1200 patients, si je me souviens bien. On a une prévalence 6 mois à 2,7%. La prévalence vie entière est à 3,05%. Et le sexe ratio, toujours dans la cohorte de Grenier, on était à 5,4 femmes pour un homme, donc des données qui confirmaient celles qu'on avait déjà un petit peu vues. Ce qu'il faut garder à l'esprit, et ça c'est quasi vrai pour tous les troubles anxieux, c'est que le trouble anxieux généralisé chez la GAG, c'est la plupart du temps un trouble anxieux, un trouble qui a débuté à l'âge adulte jeune et qui vieillit avec le patient, qui va évoluer avec le vieillissement du patient. Globalement, quand il est diagnostiqué chez le sujet âgé, et les études, souvent les diagnostics se font assez tôt, on est plus entre 60 et 75 ans, il est évolutif déjà depuis, vous voyez, en moyenne 16,7 ans. Donc c'est un trouble qui s'est clairement chronicisé. Donc, dans la revue de littérature qu'on avait faite, on dégageait pas mal de choses et notamment pas mal d'arguments en faveur d'une distribution bimodale de l'âge de début du TAG qu'on diagnostiquait chez le sujet âgé. Globalement, un TAG dit précoce avec une survenue avant 50 ans et un TAG plus tardif après 50 ans, mais souvent quand même avant 65 ans. Les critères DSM, je les rappelle juste ici pour mémoire parce qu'ils vont influencer pas mal les publications sémiologiques cliniques que je vais vous présenter. Vous rappelez que c'est les deux critères principaux, c'est anxiété et souci excessif dans le DSM, ce qui est quand même vague, hein, clairement, il ne faut quand même pas se voiler la face. Il y a même eu, avec l'apparition de l'entité TAG, je ne sais plus si c'était le DSM-3 ou le DSM-4, il y a eu pas mal de critiques sur cette pathologie que venait créer le DSM en disant est-ce qu'on ne vient pas pathologiser un tempérament anxieux, des dimensions de personnalité. C'est une discussion très intéressante au demeurant. Mais bon, on voit aussi un certain nombre de patients qui ont ces critères-là avec une véritable souffrance et des proportions importantes des manifestations anxieuses. Le critère C, il est important à garder en tête puisqu'on va le voir sur des études, notamment une étude turque qui compare justement la sémiologie au sens DSM, donc les critères, notamment les critères C du TAG chez le sujet âgé, entre une population de patients âgés et une population de patients jeunes. Donc l'agitation ou la sensation d'être survolté ou à bout, la fatigabilité, les difficultés de concentration et de mémoire, irritabilité, tension musculaire et perturbation du sommeil. Globalement, quand on s'intéresse aux quelques articles qui traitent du TAG sur le plan sémiologique chez le sujet âgé, qu'est-ce qu'on voit?
on s'aperçoit qu'on a globalement une symptomatologie physique qui tendrait à se modifier avec moins de symptômes d'activation neurovégétative, moins de tension musculaire, et une partie psychique de la symptomatologie anxieuse qui se modifierait avec le souci, qui est un des critères principaux de diagnostic, qui aurait tendance à rester identique, voire augmenterait en intensité. Et puis l'inquiétude qui concernerait des sujets plus vastes, et puis évidemment plus la santé que la sphère professionnelle. Et on va le voir, parce qu'il y a dans une étude que je vais vous présenter, les auteurs se sont intéressés à quoi s'inquiètent les patients TAG âgés, et évidemment c'est assez différent des patients adultes. Alors, au moins c'est l'objectif. La voici d'ailleurs, c'est toujours l'étude québécoise sur leur cohorte de 1200 patients. Et donc, ça confirme un peu ce qu'on voyait dans la revue de littérature qu'on avait pu faire en 2015, mais là, c'est l'objectif de manière un peu plus dure, avec des chiffres intéressants. Globalement, vous voyez le quatuor de tête des sujets, des thèmes d'inquiétude des patients âgés qui ont un TAG. C'est la santé et l'autonomie, la première cause d'inquiétude. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les sujets peuvent être survenir en même, les sujets d'inquiétude peuvent être simultanés. Donc, vous voyez bien que clairement, il y a une somme qui est supérieure à 100%, mais de loin, de très loin, c'est la santé, mais la santé des autres. Au premier rang desquels, la santé de l'aidant principal, souvent le conjoint. Il y a le fait d'être un fardeau pour les autres. On retrouve une thématique de santé après, sa propre santé, mais vous voyez, on est très très loin, on est à 65%, quand même bien derrière la santé des autres. Et puis, encore une thématique d'autonomie, la perte de son autonomie. Donc, on retrouve finalement des choses qui étaient déjà dans la littérature évoquées, mais avec des données moins dures. Là, on est sur des données un peu plus dures d'évidence based. Et en tout dernier, enfin en avant-dernier, on retrouve effectivement le succès professionnel, ce qui n'est pas illogique, évidemment. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est une étude turque qui, à ma connaissance, la seule vraiment qui s'est intéressée à comparer, comme je vous le disais, la symptomatologie, au moins la critériologie DSM, entre un groupe de patients jeunes et un groupe de patients âgés de plus de 65 ans. Alors, ils étaient modérément âgés, mais en tout cas, je crois que ça allait jusqu'à 80, si ma mémoire est bonne. Et bien globalement, finalement, la différence, elle se porte sur deux critères. Elle se porte sur les perturbations du sommeil, qui sont nettement plus fréquentes dans le groupe des patients âgés que par rapport aux sujets jeunes, vous voyez, avec une franche différence. Et une autre différence qui est très nette, c'est le besoin excessif, pas tant le besoin, mais même la réassurance ou la recherche de réassurance excessive due au souci, qui est très nettement plus fréquente dans le groupe jeune que par rapport au sujet âgé. Alors, avec plein d'explications, les auteurs vont les avancer. Est-ce que c'est des patients peut-être plus isolés, ou avec une telle chronicisation des troubles, avec un phénomène d'habituation, ou même une certaine façon un rejet de l'entourage? Il y a plein d'hypothèses psychosociales qui peuvent être avancées, mais quand on s'intéresse de manière très stricte à ces critères-là, c'est vraiment les deux seuls qui ressortent. Et donc, ce que j'avais pu présenter sur ce qu'on voyait dans notre revue de littérature peut être mis en question à la lumière de ces données un peu plus récentes. J'aime bien toujours montrer un peu l'évolution de nos connaissances, parce que même si en psychiatrie de la personne âgée, on n'a pas beaucoup de publications, il y en a toujours un petit peu, et on voit quand même que les connaissances se construisent et s'améliorent. Et finalement, sous le domaine neurovégétatif, globalement, on n'a pas tant de modifications que ça, même si la cohorte reste modeste, mais elle a le mérite d'exister. Maintenant, un article qui s'intéresse aux facteurs prédictifs de la sévérité du TAG chez le patient âgé. Un article tout récent, vous voyez, de 2020, une équipe allemande, et qui s'intéressait à une population âgée assez importante. Je crois qu'il y a plus de 2000 sujets de mémoire également dans cette étude, notamment en s'intéressant aux différences entre les genres sur les facteurs prédictifs de sévérité. Si on commence par le sexe féminin, qui, comme je vous le rappelle,
rappelle, hein, donc du coup largement plus touchés par le tag chez les sujets âgés, d'ailleurs chez les sujets jeunes aussi. Les facteurs de sévérité importantes pour les femmes seront le jeune âge, donc c'est-à-dire dans la cohorte de sujets âgés qu'ils ont suivis, ça a commencé à 50 ans, c'est les patients qui avaient un tag dans le groupe de 50 à 64 ans qui avaient une sévérité accrue de leur symptomatologie anxieuse. La comorbidité dépressive, alors pas tant au sens de l'épisode dépressif caractérisé, mais juste de la symptomatologie dépressive. La solitude était également un facteur prédictif d'une plus grande sévérité. Et enfin, l'intensité initiale au moment du diagnostic du tag. À l'inverse, quels étaient les facteurs de sévérité moindre? C'était le nombre de ressources personnelles. Alors, nos ressources personnelles, c'était une entité un peu composite dans l'article. Hein. C'était les stratégies personnelles de coping, c'était les liens sociaux, la proximité avec la famille. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentraient en ligne de compte dans l'instrument de mesure qu'ils ont choisi. Et globalement, plus le patient avait de ressources personnelles, moins la sévérité était importante. Et c'était également corrélé avec le nombre de maladies chroniques. Et si le patient n'avait pas de comorbidité somatique chronique, la sévérité était diminuée. La passion, puisqu'on est dans le groupe féminin. Et chez les hommes, une certaine différence. La sévérité, en tout cas les tags les plus sévères étaient observés chez les patients qui avaient des plaintes somatiques, des symptômes somatiques. Alors, c'était pas tant les symptômes somatiques d'angoisse hein, que des plaintes somatiques liées à d'autres pathologies. On retrouve l'intensité initiale du tag. Et à l'inverse, sur les facteurs prédictifs d'une sévérité moindre, on retrouvait, là c'est la vraie différence par rapport aux femmes, c'est que les situations de solitude affective, à savoir le divorce et le veuvage, étaient plutôt prédictives d'une moindre sévérité du tag. Et on retrouve aussi, par contre, le nombre de ressources personnelles avec la même corrélation. Plus le patient a de ressources sur le plan personnel, quelles qu'elles soient, moins le tag est sévère. Donc, voilà déjà aussi de nouvelles connaissances très récentes pour même qu'on peut utiliser en pratique clinique maintenant, hein, de se dire voilà, j'ai un patient qui risque d'avoir une symptomatologie plus sévère ou au contraire, là, c'est peut-être de meilleurs pronostics. Et c'est intéressant de pouvoir le savoir, pouvoir en parler avec le patient et avec sa famille. Là, si on s'intéresse maintenant pas tant à la sévérité qu'aux chances de rémission, un article pareil un peu récent qui n'était pas spécifique hein, des sujets âgés, mais qui abordait la question indirectement, c'était les facteurs prédictifs de rémission d'un épisode dépressif caractérisé ou du tag. Et ben, assez clairement, les deux résultats qui ressortaient, c'est surtout le premier qui nous intéresse, c'était que d'avoir un tag à 65 ans, à plus de 65 ans, c'était de meilleur pronostic en termes de rémission que sur les autres classes d'âge. Alors, elle a une grosse limite, cette étude, c'est qu'elle ne prend pas en considération le facteur thérapeutique et les traitements qui sont mis en place, ce qui est d'emblée dit par les auteurs. Et puis un autre point, mais là du coup qui n'est pas spécifique à l'âge, hein, c'est que plus le niveau socio-économique était bon, et ben, plus on avait de chances d'être en rémission. Donc, vous voyez la partie income, donc revenu, si on est par rapport au seuil de pauvreté à 2 ou 3 fois, 4 à 5 fois ou plus de 6 fois, et ben, on a plus de chances de pouvoir obtenir la rémission. Voilà ce qui était sur le côté prédictif. Maintenant, si on s'intéresse aussi à comment on peut diagnostiquer, au-delà des critères que je vous ai présentés et de la clinique qu'on connaît bien, comment on peut les suivre aussi, en termes de psychométrie, on a quelques outils qui peuvent être intéressants et qui ont pu être comparés les uns avec les autres. Alors, c'est des échelles qu'on ne connaît pas forcément parce que ce n'est pas les plus utilisées. Peut-être la plus utilisée, c'est la HADS, donc la Hospital Anxiety and Depression Scale, qui a deux volants, comme son nom l'indique, hein, Depression and Anxiety. Et là, si on prend juste la sous-échelle Anxiety, les auteurs l'ont comparé avec deux autres échelles. La GAI, qui est aussi connue, la Geriatric Anxiety Inventory, et la RAID, la Rating Anxiety in Dementia Scale. Il faut savoir que cette étude, elle a été faite en EHPAD, mais avec des patients qui étaient globalement de bon niveau sur le plan cognitif. 2
Donc, utiliser la RAID pouvait être questionné parce qu'elle a été développée pour les patients avec des troubles neurocognitifs majeurs. Globalement, ils ont pu les comparer. Elles diffèrent pas trop, sauf entre elles, sauf avec quand même un point intéressant, c'est que la GAI, et c'est vraiment vers cette échelle-là que les auteurs tendent dans leur papier, performe mieux que la RAID, mais pas de différence avec la sous-échelle anxiety de la HADS. Il faut savoir aussi que la HADS, elle n'a pas été développée spécifiquement pour les sujets âgés, à la différence de la GAI. Et vous voyez, ils établissent grâce à leur étude également un cut-off pour permettre le diagnostic de TAG, si on ne veut pas se servir aussi des critères, hein, si on veut juste utiliser ou au moins en dépistage ces échelles-là. Donc la GAI, il conseille un cut-off d'un score supérieur ou égal à 9 et la RAID supérieur ou égal à 11. La GAI, parce qu'on ne la connaît pas très bien, la voici, c'est un auto-questionnaire, donc ce qui peut être aussi intéressant avec toutes ces questions et qui a été validé également en français. Maintenant, sur la prise en charge thérapeutique, si on aborde dans un premier temps la prise en charge médicamenteuse, on a les données suivantes qui ressortent sans grande surprise. Hein, c'est une adaptation, comme souvent, hein, de traitements utilisés chez l'adulte et l'adulte jeune, et sélectionnés souvent aussi par le truchement de la prévention de la iatrogénie, et donc pour traiter les patients âgés souffrant de TAG. On retrouve sans surprise les ISRS et les RSNA, ce qui ressort le plus dans la littérature, même si le nombre d'études est limité. Ces 4 molécules-là, les citalopram, la sertraline, la venlafaxine et la duloxétine. On retrouve quand même toujours nommé la buspirone, donc un agoniste partiel 5-HT, qui est de moins en moins prescrit en France. Pour certains auteurs, notamment Flint et collaborateurs en 2005, c'est même considéré plus comme une stratégie d'augmentation, une bithérapie qui n'est pas inintéressante, qu'une véritable monothérapie. Et enfin, le dernier choix médicamenteux, qui est en plus d'actualité, hein, puisque vous le savez sans doute, depuis lundi, cette molécule est passée en ordonnance sécurisée, c'est l'utilisation de la prégabaline, qui elle a été démontrée avec une étude assez récente de 2013, si je me souviens bien, fait spécifiquement chez les sujets âgés, donc c'est suffisamment rare pour le nommer, d'avoir un intérêt clinique intéressant dans la gestion du TAG. La question de la durée, elle est importante. Pareil, là, c'est un avis d'expert, toujours Flint en 2005, qui globalement reprend sa dichotomie, parce qu'elle est de lui, hein, de TAG à début tardif, TAG à début précoce. Pour le TAG à début précoce, il conseille clairement un traitement au long cours, donc à vie. Un TAG à début tardif, pour lui, c'est déjà presque plus en fait un épisode dépressif caractérisé. Et donc, il se rabat sur les conseils, alors qui étaient ceux de 2005, hein, d'une durée de traitement moins longue, adaptée en fait aux conseils, aux préconisations et aux guidelines de la durée de traitement d'un épisode dépressif caractérisé chez le sujet âgé. Donc, et aussi conseille clairement l'utilisation d'un ISRS dans cette situation-là, puisque, comme je vous le disais, pour lui, un TAG à début tardif, c'est presque plus une dépression qu'un trouble anxieux. Quelques années avant, la revue de littérature que j'ai évoquée, était sortie une méta-analyse qui comparait les différentes stratégies thérapeutiques. Alors, elles sont toutes mêlées, hein, il y a les antidépresseurs, les benzodiazépines et les autres, et dans les autres, vous retrouvez la prégabaline. Globalement, vous pouvez le voir, hein, il y a un intérêt en faveur du traitement médicamenteux, quel qu'il soit, que ce soit les benzodiazépines ou les antidépresseurs, moins net pour les autres traitements, avec, ça on l'observe effectivement, une supériorité du traitement médicamenteux par rapport au placebo. Cette méta-analyse, elle s'est intéressée aussi, et ça va être les dernières slides qu'on va pouvoir discuter ensemble, à la psychothérapie, en comparant donc et en poulant en fait déjà tous les résultats de psychothérapie qui ont pu être testés dans le TAG du sujet âgé, essentiellement
on va dire 96% des thérapies cognitivo-comportementales, avec plusieurs sous-groupes que vous pouvez avoir, comparés déjà par rapport à la liste d'attente, comparés au traitement habituel, comparés à un traitement actif. Il y a également, vous pouvez le voir en bas, encadré, un intérêt démontré à l'utilisation de la psychothérapie chez le sujet âgé dans le TAG. Et c'est particulièrement net quand on compare les deux premiers groupes, la liste d'attente et le traitement as usual. Et c'est plus discutable quand on est par rapport au traitement actif, sachant que dans le groupe traitement actif, on avait notamment une étude qui était avec une étude médicamenteuse. Ces données sur la psychothérapie, elles sont maintenant complétées par cette publication un peu plus récente de 2016, qui reprend presque des études que vous avez déjà vues dans la précédente méta-analyse et celles qui sont sorties après. Et puis avec un point qui n'était pas fait dans la publication de 2012, c'était aussi de s'intéresser à la durabilité de l'effet de la psychothérapie sur le TAG, et en méta-analysant les résultats, s'il y en avait, sur le suivi. Donc à gauche, vous avez les résultats à la fin du traitement, et à droite de la slide, vous avez les résultats en fin de suivi, avec un suivi, si je me souviens bien, 6 mois. Globalement, on retrouve aussi un peu la trichotomie, du coup, la division entre TCC. Alors là, par contre, cette méta-analyse, elle ne s'intéressait que à la TCC, mais globalement, c'est l'intégralité de la littérature sur le sujet, presque. Donc, on n'a pas perdu beaucoup d'études en restreignant à la TCC. Toujours comparé versus liste d'attente, versus traitement as usual et versus traitement actif. On retrouve sur la partie gauche à peu près les mêmes résultats qui étaient évoqués dans l'étude précédente, en supériorité par rapport au contrôle, que ce soit dans la partie traitement as usual et liste d'attente. Par contre, par rapport au traitement actif, et là on retrouve beaucoup plus de thérapie médicamenteuse, on n'a pas forcément de supériorité de la TCC. Et quand on s'intéresse au traitement, à ces données-là, mais en suivi, on retrouve tout confondu quand même une supériorité de la TCC par rapport au contrôle. Par contre, si on va dans le détail, vous voyez, il y a de nouveau la dichotomie entre contrôle passif et contrôle actif, et avec les contrôles actifs, donc principalement des médicaments, là on n'a pas de supériorité TCC versus traitement actif. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, ce sont les TCC qui sont le plus étudiés, que je pense que c'est évident que ça a une efficacité qui est très intéressante quand on peut la manier. La grosse limite, comme souvent dans cette littérature, c'est que ce sont des patients jeunes vieux, si on peut le dire comme ça. C'est quand même clairement une moyenne d'âge qui est autour de 70 ans, rarement plus de 75 ans, très peu de patients de plus de 75 ans dans ces études-là. Donc c'est quand même aussi une limite à la généralisation qu'on peut faire de ces données chez des patients qu'on voit plus fréquemment, nous, en clinique au quotidien. Et une dernière question, parce que ça aussi, je vous aurais fait la présentation il y a 3 ou 4 ans, c'était pas aussi net, mais une donnée qui est apparue en 2017 et qui est venue contredire ce qu'on pouvait penser et dire avant, en tout cas dans le TAG, c'était de dire que la TCC marchait moins bien chez le patient âgé que chez le patient adulte jeune. Ben, cette étude vient le contredire avec une absence de différence significative entre les tailles d'effet, mais effectivement une taille d'effet qui semble plus importante chez l'adulte jeune, mais sans différence significative. Donc ce n'est pas parce qu'on est un patient âgé qu'on n'a pas d'intérêt à avoir une TCC et qu'elle ne peut pas être aussi efficace qu'un sujet jeune. Avec une adaptation, alors je ne suis pas TCCiste, donc je ne me risquerai pas à vous détailler les programmes de TCC, mais beaucoup d'auteurs, notamment Mollman, qui est un des gros auteurs les plus florides sur la publication de l'utilisation de la TCC chez les patients âgés, anxieux, notamment avec TAG, et qui dicte clairement dans différentes de ces publications les adaptations qu'il faut faire au programme de TCC pour un public âgé, qui sont d'ailleurs pas très spécifiques des troubles anxieux. C'est
des adaptations qu'on retrouve aussi dans les écrits sur la dépression notamment. En gros, et pour terminer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous n'étiez pas convaincu, j'espère que vous l'êtes maintenant, le TAG, c'est bien sûr quelque chose de fréquent. Je rappelle cette prévalence sur l'étude de Grenier de 2,7% sur une prévalence 6 mois. Les particularités sémiologiques, il y en a. Elles tournent principalement autour de troubles du sommeil qui sont plus fréquents chez le sujet âgé, mais aussi de cette recherche d'aide et de réassurance qui semble moins fréquente chez le sujet âgé. Il faut se dire que ça reste une pathologie qui est accessible sur le plan thérapeutique, pour lequel on a plusieurs stratégies, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment dans les troubles anxieux. On est très souvent limité en fait à l'utilisation des ISRS ou des IRSNA, et puis des benzos en adjuvant le temps que le traitement de fond soit efficace à la bonne dose. Là, on n'a pas que les ISRS et les IRSNA, on a d'autres stratégies médicamenteuses, pas pléthore non plus, c'est évident, mais on a quand même la prégabaline, on a quand même les agonistes sérotoninergiques, le Buspar. Donc ça fait quand même une certaine palette. Et puis ce qu'on n'a pas évoqué, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de données de littérature, mais les stratégies d'association, elles ne sont pas inintéressantes. On a évoqué le papier de Flint qui disait que le Buspar pouvait s'entendre en association avec un ISRS ou un IRSNA, avec des précautions sur le syndrome sérotoninergique, c'est évident. Il y a aussi quelques données ou pas mal de retours d'expérience, surtout chez l'adulte jeune, mais qu'on a aussi maintenant chez le patient âgé, de l'association entre prégabaline et ISRS ou IRSNA. Donc, il y a des stratégies pour des troubles résistants ou des symptomatologies résiduelles qui peuvent s'envisager. Et puis, c'est aussi un très bon candidat à la psychothérapie, et notamment à la TCC, comme on l'a pu le voir, et finalement avec une efficacité qui demeure et qui semble pas si différente de celle qui est décrite chez le sujet jeune. Et donc normalement avec celle-ci, j'ai terminé et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci Alexis. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le topo d'aujourd'hui? C'était simple, clair et rapide, c'était top. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans ceux qui ont participé? Moi, j'ai une question, mais c'est pas sur le trouble anxieux, c'est plus sur la prégabaline. Je sais qu'à Roufac, on avait discuté sur la prégabaline dans les troubles psychocomportementaux. Tout à fait. C'est un truc que salle, donc. J'étais tout à fait dans la salle. Et toi, tu l'utilises dans quelle situation? Quel contexte? Alors, je suis désolé, c'est pas le sujet, mais du coup, ça m'a... Ah non, c'est pas grave. C'est mon quotidien aussi, très clairement. Donc, on l'utilise beaucoup, en fait, dans l'anxiété du sujet âgé avec des troubles neurocognitifs, la prégabaline. Je pourrais peut-être mettre un imparfait, parce que je pense que le changement qui s'est opéré cette semaine va modifier pas mal nos pratiques et les pratiques en général. Ça complexifie quand même pas mal le passage à l'ordo sécurisé, même si c'est pour 6 mois. Je sens que nous aussi, on a aussi pas mal d'activités de conseil, donc c'est pas nous qui faisons directement la prescription, donc je suis pas sûr que nos conseils soient aussi bien suivis qu'avant. Bon, peu importe, c'est une digression. Pour revenir à ta question, on l'utilise beaucoup sur l'anxiété. Alors, on essaie de se rapprocher le plus possible des indications chez le patient non dément, donc chez une anxiété qui nous paraîtrait assez généralisée chez un patient dément, même si c'est la symptomatologie est quand même grandement modifiée, elle est plus fluctuante, mais on a des patients qu'on voit très souvent très déambulants, très anxieux. Alors la déambulation n'est pas forcément synonyme d'anxiété, mais ça peut être clairement aussi une cause d'anxiété. Et ça, on peut l'utiliser en monothérapie. On l'utilise aussi pas mal, comme je le disais, en bithérapie. L'idée, c'est d'éviter au maximum les benzodiazépines, en tout cas de laisser des patients au long cours sous benzodiazépines, et c'est pas rare qu'on l'utilise en adjuvant d'un traitement ISRS porté à bonne dose. Mais les situations sont variables, mais on a des patients pour si on est en échec d'une, 2 lignes, 3 lignes, on va dire 2 ISRS, un IRSNA ou l'inverse, on choisit souvent peut-être celui qui a le mieux marché, et quitte à rajouter un adjuvant de la prégabaline, ou on arrive à tout faire avec la prégabaline. C'est un médicament
Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus, hein, donc je peux le dire qui est quand même intéressant dans son maniement, parce qu'on a vraiment c'est un médicament qui est intéressant cliniquement parce que, surtout sur l'anxiété, le fait d'avoir des paliers d'augmentation progressifs par 25 mg, où on voit assez rapidement, pas tant l'efficacité, mais la tolérance. On peut vraiment adapter très finement son traitement. On peut aussi l'adapter sur le nombre de prises. Normalement, 2 prises suffisent, mais clairement, des fois, on a des patients avec une espèce de creux en milieu de journée où on sent que l'anxiété remonte, répartir la dose sans forcément l'augmenter. D'ailleurs, en 3 prises par jour n'est pas inintéressant. Donc, je trouve que le maniement de la molécule est quand même intéressant. Et puis en plus, on a globalement tous les dosages en termes de galénique. Ça c'est vrai que c'est aussi très appréciable. On a du 25, du 50, du 75, du 100, du normal, du LP. On a une solution buvable. Donc on peut vraiment être très très précis dans le maniement du traitement. Par contre, il y a un écueil, je pense, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que très souvent, comme on l'a dit, puis le Flint que j'ai cité à plusieurs reprises l'évoque clairement, la comorbidité anxieuse et dépressive est très importante, sans juger d'ailleurs de la temporalité. Est-ce que c'est un anxieux qui se déprime ou est-ce que c'est un déprimé qui est anxieux? Pour moi, s'il y a la co-occurrence des deux symptomatologies de manière manifeste, la prégabaline ne doit pas être une primo-prescription, je pense. Il faut rester sur un ISRS ou un IRSNA parce qu'on n'aura pas d'efficience sur le noyau dépressif, sauf à faire le pari vraiment d'être sûr c'est l'anxiété qui était là en premier et je vais arriver à sortir mon patient de sa dépression parce que c'était une complication de son anxiété, ce qui n'est pas sûr, mais bon. Donc c'est souvent ce que je dis dans le service et quand on en discute avec les internes. Si vous pensez qu'il y a et vous trouvez qu'il y a aussi des symptômes dépressifs, c'est pas une première intention. D'ailleurs, les spécialistes des troubles anxieux chez l'adulte jeune, pour en avoir parlé pas mal avec le professeur Pedisolo, c'est pas une première intention la prégabaline dans les troubles anxieux chez le sujet jeune. Nous, on l'utilise beaucoup plus d'ailleurs que chez l'adulte jeune. D'accord. J'ai une question sur il y a une chat, question du chat. Tac. Alors, les données au long cours chez la prégabaline chez le sujet âgé, sur des expos au long cours, j'en ai pas connaissance, mais je dois dire que j'ai pas fait de biblio spécifique. En termes de tolérance, là, chute pas tant que ça, sensation de malaise, mais attendez, je crois que si j'ai un peu de chance, j'ai en backup, j'ai les slides de la seule vraie bonne étude de 2008 sur la prégabaline chez le sujet âgé. Et j'ai que les données d'efficacité, désolé, je crois que j'avais une slide sur les données de tolérance, mais globalement, c'est la sensation, c'est dizziness qui revient le plus. Sur le plan amnésique, on n'a pas tant de plaintes. Globalement, en fait, c'est un médicament qui, à mon sens, est bien toléré du moment qu'on fait une titration lente et progressive. Alors, adapté à l'âge, hein, c'est pas du tout la même chose de titrer chez un patient de 65 ans qu'un patient de 92 ans. Mais si on s'astreint à faire ces paliers, il n'y a pas de recette unique. Hein. Chez les plus âgés, moi, je fais 25 mg tous les 3 jours. Mais chez des beaucoup moins âgés, je peux faire 25 mg tous les jours, hein, clairement. Ce qui est du coup extrêmement complexe à prescrire en ordonnance sécurisée. En termes d'échappement, j'en ai pas vu, mais là c'est un retour personnel. Et puis après, on a des patients qui sont quand même souvent très âgés et très polypathologiques, donc dont l'espérance de vie est pas énorme, mais j'ai pas vu de troubles à ce niveau-là. Et puis sur le plan amnésique, non, ce qui est décrit parfois, c'est des troubles de déglutition, mais pas de manière assez fréquente, je trouve. Et puis la somnolence, mais ça, on s'en prémunit pas mal en faisant une titration lente. Et puis de toute façon, je trouve que s'ils sont sédatés, il faut revenir, même si on est allé doucement, il faut revenir au palier posologique précédent. Et par contre, c'est vrai que s'ils sont sédatés à 2 fois 25 mg, sauf s'ils sont gravement insuffisants rénaux, il est pas sûr qu'ils répondent, hein, clairement. On a des patients qui ne la tolèrent pas bien sur le plan de la vigilance et pour qui on ne peut pas arriver sur des doses minimales efficaces.
Faut faire pas mal de pédagogie là-dessus d'ailleurs quand on bosse en gériatrie, parce que les gériatres utilisent souvent des petites posologies de tous les traitements, mais notamment de la prégabaline, parce que pour les douleurs neuropathiques, ils n'ont pas besoin de grosses posologies. Nous, quand on arrive et qu'on leur dit qu'au minimum il faudra aller à 150 mg par jour, ça fait des fois un peu tousser. Mais bon, une fois qu'on a bien expliqué et qu'ils ont vu 2-3 patients bien soulagés, ça permet de faire trace. Et pourquoi elle est passée en ordonnance chez les déments, il y a une... Ah, bah, pour le risque addictif. Là, c'est clairement, je suis pas du tout addictologue, mais pour faire des cartes aux urgences, on voit quand même beaucoup d'addictions à la prégabaline. Je crois que c'est le médicament le plus mésusé en Afrique du Nord. Ça devient un des plus mésusés en France. Alors, je dis pas qu'on verra jamais de patients âgés addicts à la prégabaline, mais si on fait bien sa titration, il n'y a quasi aucun risque, parce que qu'est-ce qui est démontré dans la littérature d'addicto sur le risque addictogène de la prégabaline, c'est des doses massives, en tout cas c'est d'arriver d'emblée à 300 mg en fait, sans titration, voire plus, et où là on a vraiment un risque d'addiction qui est important dans ce que j'ai pu en lire et en écrire. Ah, ben voilà, c'est la première raison de falsification d'ordonnance en France, la prégabaline. Ça ne me surprend pas du tout. Merci, Michael, la réponse. Et la gabapentine en add-on des antidépresseurs dans le contrôle des symptômes anxieux. La gabapentine, en fait, on n'a quasi pas de données. Pourtant, c'est très, 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 très voisin de la prégabaline, mais on n'a pas de données. Et sur les douleurs neuropathiques, mon chef, il est neurologue, il aime beaucoup moins sur cette symptomatologie algique. Et la gabapentine n'a même pas la même. Pardon ? La PAM. La gabapentine n'a pas la même de toute façon. Non, il me semble pas. Et c'était pas mal utilisé à un moment complètement en AMM en bipolarité en tant que thymorégulateur. J'avais vu passer il y a 2 ans une méta-analyse sur laquelle en fait il resterait pas d'effet, enfin il n'y avait pas d'effet clairement démontré par rapport au placebo. Alors, l'efficacité des ISRS n'est-elle pas moindre en cas de tag compliquant un TNC, un peu comme on a pu le constater? Tout à fait. C'est pas aussi clairement démontré que ça l'est pour la dépression. Quand on regarde les méta-analyses sur l'efficacité des antidépresseurs dans la dépression, notamment la Cochrane dans la démence, dépression dans la démence, là on le voit clairement ressortir. C'est aussi, à mon sens, présent chez les sujets anxieux, mais en fait, je pense un peu moins dans le sens où je pense qu'on a tous quand même, quand on a travaillé en psychiatrie de la personne âgée, des patients qui s'améliorent sous ISRS ou IRSNA, et je pense qu'ils s'améliorent plus sur la frange anxieuse que sur les symptômes thymiques, qui sont de toute façon très fluctuants. On est plus de l'ordre d'une espèce de dysthymique, de quelque chose de vraiment dépressif constant. Et je trouve qu'ils sont plus améliorés sur l'anxiété que sur la dépression, mais c'est pas aussi net que chez le patient indemne de troubles neurocognitifs. Et moi j'avais une question sur les troubles anxieux qui sont. Alors ça c'est une observation purement clinique que j'avais, notamment quand j'étais passé au CM2R à Tours, où finalement on parle souvent de la dépression comme prodrome des maladies neurodégénératives. Et on se faisait aussi la réflexion des troubles anxieux prodromales en fait des maladies neurodégénératives, où des fois les patients arrivent vraiment avec des tableaux de tag, mais des fois très importants. Notamment, je pense aux DCL qui sont souvent très anxieux en début de pathologie. Est-ce que toi, tu as observé ça aussi, par exemple, des tags, des nouveaux tags chez le patient qui a 60 ans, 65 ans et qui sur lequel se développe une pathologie neurodégénérative juste derrière? Ouais. Bon, de toute façon, clairement, moi j'ai quand même coutume de dire que quelqu'un qui a jamais eu d'antécédent psychiatrique, qui pète sa première dépression, ce premier trouble anxieux après 60 ans, ça sent pas bon. Même si c'est prototypique d'ailleurs, parce que et même si ça répond bien au traitement, mais clairement, faut les garder à l'œil quoi, ces patients-là. C'est pas, c'est vraiment très 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 suspect. Pour répondre à la question, oui, chez des patients, alors surtout peut-être des patients qui ont, on va dire, des syndromes hippocampiques, donc une
des troubles mnésiques verbal, franchement, ça c'est important et ça on le voit, on le voit vraiment. J'ai pas de connaissances de littérature spécifique là-dessus, pas autant que sur dépression et maladie de Parkinson ou dépression et même DCL, où là la littérature est de plus en plus précise. Mais oui, et puis bien sûr dépression et maladie d'Alzheimer. Mais là, on le voit. Et puis de toute façon, quand ça rejoint même la plainte, même cognitive subtile. Et globalement, des patients qui sont totalement normaux à tous les tests, quand on va les suivre, ou même quand on fait des biomarqueurs, dès qu'ils sentent qu'il y a une altération dans leur fonctionnement cognitif, globalement, c'est que c'est quand même hautement prédictif de quelque chose sur le plan neurocognitif. Alors, a fortiori, quand il y a des choses aussi manifestes, surtout sur un terrain qui n'existait pas, on l'a vu, globalement, l'essentiel des cohortes de tag chez le sujet âgé, c'est les patients jeunes qui ont vieilli avec leur tag. Hein. Il y a une petite frange après 50 ans, quoi, mais l'essentiel, c'est les patients qui ont des troubles anxieux, et comme le trouble panique, comme l'anxiété, comme l'agoraphobie, enfin ça, c'est des troubles anxieux qui sont très chroniques et qui vont pas aller en s'améliorant avec l'âge. Alors, au niveau thérapeutique, pour les agitations anxieuses avec troubles du comportement, certains utilisent des antiépileptiques à visée anti-impulsive. Alors, les anticonvulsivants, on dit avec troubles du comportement, je suppose que c'est dans le champ de la démence. Pour moi, il y a pas beaucoup d'indications, hormis peut-être la prégabaline et puis hormis des situations de bipolarité, il n'y a pas beaucoup d'indications parce que la littérature n'est pas très très bonne globalement quand on regarde la carbamazépine. Puis en plus la carbamazépine, ça fout le bordel dans un traitement, il n'y a pas mieux. Donc moi je passe ma vie à essayer de faire sauter la carbamazépine aux patients épileptiques pour le faire remplacer par un anti-épileptique qui est bien mieux toléré. Le lamictal, enfin, en tout cas si on est sur, ne serait-ce que même la temporalité de réponse va pas être très bonne, même sur des anticonvulsivants qu'on connaît mieux et qui sont mieux tolérés, ou je veux dire moins mal, notamment le valproate. En fait, je ne trouve pas la visée anti-impulsive, elle est mal démontrée. Si elle est démontrée quelque part, et encore, c'est critiquable, c'est sur les ISRS. Donc, sauf à avoir vraiment un doute important sur une bipolarité, je trouve que l'utilisation des antiépileptiques, hormis la prégabaline, dans l'anxiété, elle est très limitée. Est-ce qu'on aura accès au diaporama? Oui, alors par contre, il va être un peu frustrant parce que comme j'ai pas les droits sur les articles, je vous conseille fortement, je vais vous laisser la vidéo, mais je pourrais pas vous communiquer les planches parce que j'ai pas formellement les droits sur les figures. Mais je peux vous laisser mes slides un peu expurgés. Mais merci pour vos remerciements déjà, c'est très gentil. Vous les poussez jusqu'à quelle dose les ISRS avant de conclure un échec? Et combien de temps? Alors ça, j'aime bien cette question parce que pour moi, en fait, la question, ce que je répète tout le temps, je sais pas si vous m'entendez à chaque fois parler, je dis toujours un peu la même chose. La question de dose, elle doit pas vraiment se poser. En fait, une fois de plus, entre quelqu'un qui a 65 ans, quelqu'un qui a 90 ans, quelqu'un qui a une clairance à 12 en CKD EPI et quelqu'un qui a 90, quelqu'un qui a plus de foie, c'est très 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 variable. Donc j'engage même si des fois on le note, moi le premier dans les diaporamas, je le limite tout de suite en disant que ce qui doit vous guider dans la posologie, c'est tout ce qui est à côté. Donc c'est l'état excrétoire, c'est-à-dire quelle est sa clairance, quelle est sa fonction hépatique, quelle est sa corpulence, quel est son chiffre d'albumine. Globalement, si tout ça c'est bon, vous traitez votre patient avec la même agressivité, avec des gros guillemets en termes posologiques qu'un patient adulte jeune. Et à l'inverse, si tout ça est vraiment altéré, on va faire des demi-doses, on va y aller plus doucement. Et puis, clairement, alors notamment pour les antidépresseurs, moi je me sers quand même beaucoup
des dosages plasmatiques en taux résiduel. Surtout, en fait, pour avoir à des buts toxicologiques, la norme d'efficacité, en plus, la plupart du temps, je les utilise hors AMM chez des patients déments. Donc, la norme, elle n'a pas été établie pour ça, moi. Les normes, en général, pour les antidépresseurs, elle a été établie dépression. Donc, j'ai même pas les normes pour les troubles anxieux. Donc, si ça se trouve, les troubles paniques, le trouble anxieux, ça a besoin de plus, de moins, on le sait pas. Donc, la norme, qui est hyper large pour la sertraline, c'est entre 15 et 150 microgrammes par litre. Donc, vous voyez déjà, c'est hyper large. Donc, ça veut dire que c'est pas inintéressant, mais on est quand même sur un range quand même très, 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 très important, d'une part. Et d'autre part, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est la clinique et est-ce que j'ai pas surdosé mon patient. Et c'est évident que s'il a 95 ans, qu'il a une faible fonction rénale et qu'il a des troubles hépatiques, je vais pas, si je reprends la sertraline, parce que c'est quand même celui que j'utilise le plus parmi les ISRS, passer de 50 à 75, des fois, je peux le faire à l'aveugle. Passer au-delà de 75, je vais peut-être faire un dosage plasmatique pour m'assurer que je suis déjà pas proche du seuil toxique. Et on a franchement des surprises. Je dis pas qu'il faut le faire à tort larigot, il faut vraiment bien réfléchir à son indication de dosage plasmatique. C'est pas ruineux, ça coûte moins cher qu'un bilan thyroïdien complet. Si vous faites TSH, T4, T3, ça coûte plus cher qu'un dosage d'antidépresseur, mais quand même, et il faut quand même pas le faire à tort larigot. Il faut penser à qu'est-ce qu'on va faire de son résultat. Il faut bien se dire que la plupart du temps en PPA, quand on va faire un dosage plasmatique, les normes qu'on va nous fournir, on ne pourra rien en faire parce qu'elles ont été établies dans d'autres pathologies pour d'autres patients. C'est que souvent on l'utilise vraiment dans une indication de toxicologie, savoir est-ce que je vais surdoser mon patient ou pas. Mais clairement, j'ai eu des patients de plus de 85 ans qui, à 100 mg de sertraline, parce que chaque fois c'était la sertraline, étaient en non dosable. Donc ça a vraiment un intérêt. Alors ça l'a encore plus si vous allez utiliser des médicaments comme la venlafaxine, qui ont une relation dose-effet qui est linéaire, où là vraiment on peut avoir un traitement, une finesse d'adaptation posologique qui est beaucoup plus importante. C'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup la sertraline, beaucoup la venlafaxine, même si elles ont des effets secondaires, enfin surtout la venlafaxine chez les sujets âgés, c'est parce qu'on peut avoir une précision, notamment si on s'appuie sur des dosages posologiques, qui est vraiment intéressant. Donc voilà, ce qui fait que je ne peux pas répondre à vous dire quelle dose et pendant combien de temps. Pendant combien de temps je reste quand même sur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, je reste sur des durées équivalentes pour juger de l'efficacité ou non à celle de la dépression, donc 4 à 6 semaines, sur les données qu'on a chez le sujet âgé. Alors, j'ai l'impression que les troubles anxieux génèrent beaucoup de troubles du comportement de type d'agitation dans les troubles neurocognitifs sévères. On est tout à fait d'accord, Vincent. L'évaluation et le diagnostic est vraiment difficile à réaliser. Quelle est votre expérience sur le sujet? C'est du bricolage. J'ai de plus en plus tendance à proposer un ISRS en espérant agir sur l'anxiété. Oui, ça rejoint la question du test thérapeutique, quoi. Ouais, en tout cas, en entretien, toujours chez le sujet âgé, quelle que soit la symptomatologie, et donc surtout s'il y a des troubles du comportement, les questions sur la dépression, les questions sur l'angoisse, elles sont hyper importantes. Parce qu'on sait que la symptomatologie, notamment du fait de l'involution frontale, elle va beaucoup plus passer par le comportement et beaucoup moins par des choses plus mentalisées, et un vécu donc d'angoisse ou de dépression qui pourrait être communiqué. Donc, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut forcément faire un test thérapeutique, ce d'autant plus qu'à la rigueur, on pourrait le faire un petit peu plus facilement avec des benzodiazépines, mais c'est vrai que le patient, il pourrait être juste endormi par ses benzos et ne pas forcément communiquer le fait qu'il soit soulagé de son anxiété. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut s'acharner à rechercher auprès des équipes. Ce qu'il faut surtout faire, c'est essayer de croiser les regards. C'est que, alors si on peut observer le patient, c'est d'autant mieux en hospitalisation, mais c'est d'avoir l'avis de la famille, d'avoir l'avis des différents soignants. Nous, c'est l'avantage qu'on a quand on se déplace en EHPAD, c'est que souvent on a une bonne partie de l'équipe
qui est présente. Ceux qui n'ont pas pu être présents, ils ont souvent fait le NPI avant, donc on arrive à croiser pas mal les regards et essayer de capter ces moments où justement on peut voir de l'anxiété sous une autre forme que les troubles extériorisés, de l'agitation ou de l'agressivité. Et donc se permettre peut-être là, avec un peu plus d'assurance, un test thérapeutique, c'est-à-dire finalement, est-ce que ce serait pas de l'anxiété qui se présenterait sous cette forme-là plus agitée? Ok, merci. Donc on galère un peu autant que chez les sujets jeunes, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, c'était super intéressant. Tant mieux, parce que c'est pas un sujet que... Moi, j'adore les troubles anxieux, donc j'en et puis en plus, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler, puisque je fais quand même beaucoup plus de patients avec des troubles du comportement. Donc, bon, la preuve, on en parle quand même. Mais c'est quelque chose qui est hyper fréquent, en fait, en clinique quotidienne, autant que la dépression, souvent comorbide quand même, faut pas se le cacher, mais qu'on oublie un peu, et il y a quand même un peu de données sur le trouble panique, alors je sais bien que l'état de stress post-traumatique n'est plus un trouble anxieux depuis le DSM-5, mais en tout cas quand ça l'était, c'était quand même vraiment dans ce corpus-là et dans ces données-là, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes et avec une symptomatologie qui se modifie. Trouble anxieux résiduel chez le vieux bipolaire. Il y a des astuces où c'est la galère pareil. C'est pas vraiment une astuce parce que souvent ça a été tenté quand même chez le patient jeune, mais c'est vrai que là aussi on utilise pas mal la prégabaline pour éviter justement d'utiliser un ISRS qui pourrait avoir un effet stimulant sur, même si le patient a un thymorégulateur à bonne dose, c'est souvent quelque chose qu'on va faire. Après, on peut se questionner aussi sur le changement de thymorégulateur. On a pas mal, ou les associations, mais on utilise quand même beaucoup la lamotrigine, nous, chez le sujet âgé, avec toutes les complexités que ça peut avoir, et puis surtout le temps que ça prend de titrer sur des doses efficaces, mais qui reste quand même une molécule qui a vraiment un intérêt, je trouve, en psychiatrie de la personne âgée, qui est d'ailleurs clairement démontré aussi chez les patients jeunes. Et puis alors, nous qui avons quand même beaucoup de comorbidités épileptiques, notamment chez les patients avec des pathologies neuroévolutives, clairement, ça reste quand même un très bon anticonvulsivant. Donc, ce que je dis toujours chez le sujet âgé en psychopharmacologie, et pas que d'ailleurs, dans toute la pharmacologie du sujet âgé, on aime bien faire d'une pierre deux coups, d'une pierre trois coups. Donc, si on arrive à utiliser un seul et même traitement pour faire l'épilepsie, la bipolarité, voire un peu l'anxiété, c'est encore mieux. C'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est clairement intéressant.